Bonjour Manouya, je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Shigetomi qui vient nous parler de cette superbe exposition qui se trouve en ce moment au musée de Tahiti et des îles, des ailes et des... Les ailes des îles. Les ailes des îles. Tahitien, te maunatira manureva no te motu, donc les liens entre les îles en avion. Et qui permet aux gens depuis combien d'années d'ailleurs? Eh bien, l'avion, il apparaît dans le ciel de Polynésie dans les années 1929, voilà, jusqu'à nos jours. Donc, après, d'un point de vue commercial, les véritables opérations aériennes commencent après la Seconde Guerre mondiale. Donc, grosso modo, on peut tabler sur 60 ans donc de trafic aérien interinsulaire. Oui, parce que les premiers avions, alors il y avait des hydravions, comment ça se passait? Alors en réalité, ce qui s'est passé, tout a commencé avec l'installation des Américains en 41, février en 41, qui vont donc construire une piste, qui vont après donc laisser en juin 1946. Et vers les années 50, va se réinstaller des vols transpacifiques entre Honolulu et l'Australasie et qui vont prendre comme terre de transit, de point d'escale, donc l'île de Bora Bora. Et dès lors que il y avait ces transports internationaux, et ben il y a des trafics de continuité qui vont se faire au départ de Bora Bora avec Tahiti au moyen d'hydravions, qui eux-mêmes étaient des avions exploités dans un cadre international. Et notamment en 46, c'est une compagnie calédonienne qui s'appelle la Trapas qui fait un saut de puce, qui part de Nouméa, qui passe par Fidji. Oui, parce que ça peut pas aller très très loin quand même. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'autonomie. Non, bah, effectivement. En plus, c'était des avions de guerre, donc qui avaient été après indirectement civilisés. Donc effectivement, il y a un saut de puce qui finalement anticipe sur la création de ce qu'on appellera après la route du corail et qui arrive jusqu'à Tahiti. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent, en réalité, ils transportent le courrier. Et donc, en amenant le courrier, ils le distribuent et il faut attendre que les gens prennent connaissance du courrier pendant 2-3 jours, qu'ils aient le temps de réécrire les lettres avant de repartir. Et c'est la raison pour laquelle la Trapas, quand elle arrive donc en Polynésie, dans l'attente du courrier, il faut qu'elle s'occupe et elle va faire donc des premiers vols entre Tahiti et Bora Bora pour faire du pré- et post-acheminement de passagers qui avaient la possibilité de prendre les vols transpacifiques. C'est une véritable révolution, ça. Ah oui, bien sûr, les gens devaient être contents. Ah oui, bien sûr que. Mais enfin, c'était quand même encore réservé à une élite. Il y avait quand même pas beaucoup d'emports en termes de passagers. Par exemple, sur les hydravions de la Trapas qui viennent, si on pouvait emmener une quinzaine de passagers, eh bien quand même il y avait 3 sièges. On perdait 3 sièges car c'était pour pouvoir transporter le courrier, qui était quand même relativement important. Oui, parce qu'à l'époque, on s'écrivait encore à la main. À l'époque, on s'écrivait, et puis tout arrivait, je dirais, par la poste. La poste aérienne, c'était quelque chose de très, très important et très conséquent. Et très rémunérateur, même. Et donc, là, après cette période, que s'est-il passé ? Eh bien, ça va durer jusqu'à l'ouverture de la piste en 61, enfin exactement en 60 même, de Tahiti Fa'a. Parce que là, à ce moment-là, les longs courriers vont pouvoir directement se poser, si vous voulez, sur Tahiti. On va encore conserver des dessertes amphibies, mais qui vont finalement s'estomper, parce que après Tahiti Fa'a, on va rentrer dans tout un processus de travaux où on va donner à chaque île un aérodrome terrestre. Parce que ça devait être compliqué quand même de savoir quelle île il valait mieux desservir. C'est assez facile, les critères même aujourd'hui jouent. C'est d'abord la densité de population, ensuite l'attractivité économique. C'est-à-dire que si l'île peut correspondre il peut y avoir un pôle économique qui peut être d'ordre touristique ou qui peut être lié au développement d'une activité particulière, le cas de la perle, etc. et tout. Donc si vous voulez, au départ, c'est plus par rapport
Alors, l'idée, c'était quand même on avait 5 archipels, c'était de désenclaver les archipels, et donc là, de sélectionner les îles. Et le plus souvent... Oui, parce qu'il y a la faisabilité au point de vue géographique. Et alors après, effectivement, il y a la faisabilité géographique, parce que c'est bien beau, il faut que l'île puisse permettre d'y installer une piste, hein, avec des longueurs, des largeurs qui permettent donc l'accueil de certains aéronefs, hein, parce qu'effectivement, c'est le cas notamment des marquises. Hein, Je connais Wapo. Voilà, bah, le cas de Wapo, c'est quand même très intéressant parce que, eh bien, on y a construit ce qu'on appelle un altiport, c'est-à-dire que il y a une entrée et une même sortie, c'est-à-dire que on rentre et on ressort par là où on est venu. Oui, et ça se finit en hameçon. Et ça se finit tout à fait en hameçon. Et ça bouge à l'aller et au retour. Je confirme. Tout à fait. Et ce qui sous-entend aussi que pour pouvoir aller là-bas, les pilotes doivent avoir une formation donnée et ils sont lâchés. Donc effectivement, chaque aérodrome. Oui, parce que là, ce sont des petits avions. Oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent accueillir que des aéronefs qui sont de masse de 5 tonnes 7, hein, et le plus souvent, donc, bah, celui qui va, c'est le Twin Otter 300, qui emmène entre 15 et 19 passagers. Et il faut être expert, hein. Bah, il faut aller avec un pilote instructeur qui lâche après le pilote pour qu'il prenne effectivement en compte ses caractéristiques physiques ou les caractéristiques aérologiques, car finalement c'est aussi il y a un problème d'aérologie très fort, hein, à cause des massifs montagneux. Donc c'est vrai que pour revenir un petit peu donc aux ailes des îles et à l'exposition, eh bien c'est une histoire et chaque île, chaque desserte, c'est une histoire à part entière. Hein, rien ne se ressemble. Et c'est ça qui était intéressant, hein, de pouvoir raconter dans cette exposition. C'est-à-dire de raconter le cheminement de ces ailes qui vont se poser donc peu à peu jusqu'à arriver à l'organisation actuelle du réseau, hein, et de voir ce qu'a été l'aventure de certains pionniers, parce qu'il y a eu quand même des pionniers dans cette affaire. Il y a quand même des gens qui ont créé des sociétés privées, qui ont investi, voilà, qui se sont un petit peu lancés. On peut, et en fait, est-ce que c'est rentable ? Non, le transport aérien, c'est pas une activité rentable. C'est pour le service public. On serait tenté de dire, il peut y avoir une certaine rentabilité, mais dans le cas de la Polynésie, quand même, le transport aérien, c'est un service public. Hein. On est dans un principe de désenclavement, de développement économique, et je dirais les contraintes d'exploitation. Les îles sont éloignées, les terrains sont particuliers, il y a des réductions de masse marchande. Donc obligatoirement, il y a certaines îles, bien sûr, sur lesquelles on peut gagner de l'argent parce qu'il y a des flux, mais honnêtement, même l'histoire a montré qu'on ne pouvait pas vraiment gagner de l'argent. Par exemple, la Trapas, qui est une des premières compagnies qui vient, même en étant subventionnée déjà à l'époque par les autorités de l'État, et ben finalement, elle va être obligée de mettre la clé sous la porte, mais tout simplement parce que ce sont des aéronefs qui ont des coûts d'exploitation qui sont trop lourds par rapport à l'économie qu'on pouvait en dégager. Alors il y a eu des aventuriers, ils ont pensé que l'on pouvait, ils ont été soutenus, mais finalement après, l'histoire a démontré que quand même les économies de ligne restaient particulièrement sensibles. Et est-ce qu'on a un souci à se faire, nous, à l'heure actuelle en Polynésie, sur des îles qui ne seraient pas desservies Eh bien, si vous voulez, j'ai envie de dire que l'histoire, c'est un peu un éternel recommencement. Il y a 31 ans, moi, quand je suis rentré dans la vie active, en fait, nous avions une compagnie qui s'appelait Air Polynésie, qui était une filiale donc de l'UTA et qui exploitait des Fokker. Et ces Fokker étaient obsolescents et pour pouvoir remplacer sa flotte, elle avait besoin d'une garantie d'activité. Et pour ça, il fallait qu'elle deal avec le pays pour pouvoir avoir donc une licence de transporteur aérien qui pouvait justifier les investissements lourds qu'elle voulait faire. Et là, par exemple, eh bien, on s'est retrouvé donc à réfléchir sur l'aéronef dominant
qui allait donc desservir la Polynésie. Et à cette époque-là, il y avait deux écoles qui s'affrontaient. Il y avait une école qui était celle de mettre en ligne des Fokker 28 qui étaient des jets, et en face, on voyait déjà arriver le turboprop 42-200, donc de l'aérospatiale. Et bien là, effectivement, c'est le 42 qui l'a emporté. L'évolution, c'est que après, pour pouvoir normaliser donc une organisation pérenne des transports aériens interinsulaires, a été signée une convention pour le développement harmonieux du transport aérien interinsulaire avec Air Tahiti, qui a couru sur 25 ans et puis qui est maintenant échue. Donc il faut la remplacer. Et là, on rentre dans une nouvelle dynamique. Donc on a un peu l'impression que c'est l'histoire qui se répète, où finalement c'est pas une question de remplacement d'avions, mais c'est l'émergence du principe de concurrence dans le transport aérien. Donc on vient d'en parler là, en disant quand même que le transport aérien c'était une économie relativement sensible. Et est-ce qu'il y avait vraiment place à la concurrence? Donc il y a obligatoirement une organisation harmonieuse à trouver pour à la fois satisfaire le consommateur pour qu'il puisse avoir accès à une certaine concurrence et en même temps préserver donc une mission de service public à travers un désenclavement aérien. Donc c'est un équilibre. Moi personnellement, je serais pas de cette partie puisque j'ai pris du recul par rapport à tout cela, mais l'historien que je suis se rappelle et a un peu l'impression de revivre un certain remake. Car finalement, à travers la concurrence, on voit arriver donc des jets, des aéronefs de type Embraer 175, face donc au renouvellement des flottes d'Air Tahiti, qui sont principalement constituées d'ATR 72-600. Et donc, il va falloir arriver à marier les deux. Et là, ça va être un mariage de raison, un mariage d'amour. Je laisse à ceux qui ont l'autorité en la matière de demain poser une organisation pérenne et stable au niveau du transport aérien interinsulaire. Alors, pour en venir à l'exposition, on fait comment pour aller la voir ? Alors l'exposition, elle a ouvert le 18 janvier, elle ferme le 18 mars, elle est ouverte aux heures du musée, à l'exception donc du lundi qui est leur jour de repos. Ça commence à 8h30, ça finit à 17h, je crois. Et oui, c'est ça, c'est 17h, je crois. Et il suffit d'aller au musée de Tahiti et des îles. Il y a des visites guidées. Alors il y a alors si vous voulez, moi j'ai organisé quelques visites guidées parce que de toute façon, l'exposition est très riche puisqu'elle reprend toutes les thématiques, etc. et tout. Mais moi, j'aime bien aussi orienter le visiteur et lui raconter l'anecdote et lui raconter ce qui n'est pas forcément écrit. Donc sur les panneaux et surtout raconter mon expérience sur 31 ans de tout ce que j'ai pu voir, faire, connaître, ce que je sais sur le sujet. Oui, d'autant que c'est toi qui as eu l'idée de cette exposition. Oui, alors si vous voulez, en réalité cette idée, elle est née le jour où je suis rentré dans la vie active. C'est-à-dire que je gardais tout. Je me disais un jour tout ça servira. Et moi j'ai toujours eu un peu cette vocation de dire demain il faudrait un musée. Alors à l'époque, je réfléchissais, je me disais si on faisait ça à Tahiti-Fa, donc il suffit d'un couloir, une affiche, un objet, etc. et tout. Et c'est par ce qui a stimulé l'organisation de cette exposition, c'est qu'effectivement est venu se coupler un anniversaire qui était donc d'abord les 30 ans d'Air Tahiti. Et si on repart plus loin dans le temps, 60 ans, si on est avec le RAI, donc le réseau aérien interinsulaire, qui a posé donc le socle de la future Air Polynésie et après d'Air Tahiti. Et donc c'est comme ça que les choses se sont faites, par un pur hasard. Et Manate Vaivich ne m'en voudra pas si je raconte, je dirais, cette anecdote. C'est très simple. En août, je saute dans un avion pour aller installer mon fils qui fait ses études à Bordeaux. Il y avait un siège libre donc à côté de moi. Manate s'assoit et entre Papeete et Los Angeles, on n'a fait que bien sûr discuter que d'avion et tout. Et il me dit, tu sais, pour nous c'est important 2018. Eh bien parce que ça va être une date d'anniversaire pour Air Tahiti.
Et donc il connaissait les travaux que j'avais menés, puisque j'avais déjà fait 2 expositions au musée de Tahiti et des îles, la première sur Tamari volontaire, les autres sur Poilu, et puis on s'est tout de suite compris les yeux, et grosso modo il m'a dit, est-ce que tu pourrais relever le challenge de faire quelque chose sur, donc pas sur Air Tahiti, sur les ailes, mais dans lequel bien sûr il y aurait une partie prenante au niveau donc de Air Tahiti. Et c'est comme ça qu'est née l'affaire. Et ben cette exposition, elle est donc à voir jusqu'au 18 février au musée Tahiti et des îles. Jusqu'au 18 mars. 18 mars. Non mais en ce moment, ne t'inquiète pas, je me mélange février-mars. Merci Jean-Christophe. Voilà, c'est moi qui vous remercie.